Installez-vous confortablement, bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire d'un objet ancien retrouvé au marché qui a changé toute ma vie. Je m'appelle Laurine, j'ai 28 ans aujourd'hui, et avant que tout ça n'arrive, réellement avant que je ne comprenne à quel point ma vie allait basculer, j'étais quelqu'un de parfaitement ordinaire. Je travaillais comme restauratrice de meubles anciens dans un petit atelier à Lyon, un métier que j'avais choisi par passion, par ce goût particulier que j'ai toujours eu pour les objets qui portent en eux une histoire, une vie antérieure, des traces d'usure racontant des décennies entières de mains qui les avaient touchés avant les miennes. C'est d'ailleurs cette passion qui m'a menée un samedi matin d'octobre vers le grand marché aux puces de la Fessine, un rendez-vous mensuel que je ne manquais jamais, toujours à l'affût d'une pièce oubliée qui mériterait qu'on lui redonne vie. Ce matin-là ressemblait à tous les autres. Il faisait frais, un brouillard léger flottait encore au-dessus des étals installés à même le bitume, et je déambulais entre les tables chargées de bibelots poussiéreux, de vaisselle dépareillée, de vieux livres à la reliure fatiguée. C'est en passant devant un stand tenu par un vieil homme que je n'avais jamais vu auparavant, malgré mes visites régulières à ce marché, que mon regard s'est arrêté sur un objet posé à l'écart des autres, presque dissimulé derrière une pile de vaisselle ébréchée, comme si le vendeur lui-même hésitait à le mettre en avant. C'était une petite boîte en bois sombre, à peine plus grande que ma paume, ornée de motifs sculptés que je ne reconnaissais pas immédiatement, des entrelacs complexes qui évoquaient vaguement des formes végétales, mais dont l'agencement général dégageait quelque chose de plus organique, presque anatomique. Comme si le bois avait été travaillé pour représenter des veines ou des racines s'enroulant les unes autour des autres. Le couvercle était fermé par un petit fermoir métallique terni, sans serrure apparente, et l'ensemble de la boîte semblait d'avoir traversé bien plus d'un siècle, tant le bois portait les stigmates d'un vieillissement profond, presque organique lui aussi, comme s'il avait continué à vivre d'une certaine manière malgré les décennies. Je me souviens avoir passé de longues minutes ce matin-là à faire tourner la boîte entre mes mains, fasciné par la qualité du travail de sculpture, tellement supérieur à ce qu'on trouve habituellement sur ce genre de marché, où les objets véritablement précieux se font rares au milieu des bibelots sans grande valeur. Le bois, sombre et dense, dégageait une odeur particulière quand je l'approchais de mon visage, un parfum boisé mêlé à quelque chose de plus âcre, presque animal, que je n'ai pas su identifier sur le moment, mais qui m'a laissé un arrière-goût étrange au fond de la gorge. Comme si l'air lui-même autour de cet objet portait une texture différente du reste de l'atmosphère environnante. D'autres exposants du marché, en passant devant le stand pendant que je négociais, jetaient des regards rapides et gênés vers la boîte, détournant aussitôt les yeux, sans qu'aucun d'entre eux ne s'attarde suffisamment pour que je puisse leur demander leur avis sur cet objet. Je me souviens d'avoir demandé au vendeur d'où venait cet objet par simple curiosité professionnelle, cette habitude que j'avais prise de toujours chercher à connaître la provenance des pièces qui m'intéressaient. Il m'a répondu de manière évasive, avec un regard fuyant qui aurait dû, rétrospectivement, éveiller davantage ma méfiance, qu'il l'avait récupéré dans le lot d'une succession, sans plus de précision, ajoutant simplement, d'une voix un peu trop pressée, qu'il serait ravi de m'en débarrasser à un prix dérisoire. J'ai remarqué, sur le moment sans y prêter une attention particulière, que ses mains tremblaient légèrement en emballant l'objet dans un morceau de papier journal et qu'il a semblé véritablement soulagé, presque euphorique, une fois la transaction conclue, comme si un poids invisible venait de quitter ses épaules en même temps que la boîte quittait son étal. J'ai payé la somme demandée, à peine 15 €, sans imaginer un seul instant que cette petite boîte de bois allait bouleverser ma vie entière dans les mois qui allaient suivre. Les premiers jours après cette acquisition, rien de particulier ne s'est produit. J'avais posé la boîte sur l'étagère de mon salon, entre d'autres trouvailles de brocante, sans chercher à l'ouvrir immédiatement, occupé que j'étais par mon travail à l'atelier. C'est seulement une semaine plus tard, un soir où je m'ennuyais légèrement, que j'ai décidé d'examiner plus attentivement cet objet, curieuse de comprendre le mécanisme de son fermoir sans serrure apparente. J'ai fini par découvrir, après plusieurs minutes de tâtonnement, qu'il suffisait d'exercer une légère pression sur l'un des motifs sculptés pour libérer le couvercle, qui s'est ouvert dans un léger grincement, comme s'il n'avait pas été manipulé depuis très longtemps. À l'intérieur, tapissé d'un velours rouge sombre, presque entièrement rongé par le temps, reposait un objet qui m'a immédiatement fasciné, une petite figurine sculptée dans un matériau que je n'ai jamais réussi à identifier précisément, quelque chose entre l'ivoire jauni et une pierre polie, représentant une silhouette humanoïde stylisée, dépourvue de traits distinctifs précis. Comme une esquisse grossière de forme humaine, les bras croisés sur la poitrine, dans une posture qui évoquait vaguement le recueillement, ou peut-être le sommeil éternel. Cette figurine dégageait, dès que je l'ai prise entre mes doigts, une sensation étrange, un contact qui n'avait rien à voir avec la texture froide et inerte qu'on attendrait d'un matériau minéral. J'ai eu l'impression fugace, presque imperceptible, que l'objet vibrait légèrement contre ma peau, comme s'il abritait en son sein une forme de chaleur résiduelle, un souvenir de vie qui n'aurait jamais complètement disparu.
J'ai reposé la figurine dans sa boîte ce soir-là sans plus y penser, mettant cette sensation étrange sur le compte de la fatigue accumulée après une longue semaine de travail. Mais cette nuit-là, j'ai fait un rêve d'une intensité inhabituelle, d'une netteté qui contrastait violemment avec le flou habituel de mes rêves ordinaires. Je me trouvais dans un lieu que je ne reconnaissais absolument pas, une sorte de grande salle voûtée éclairée par des torches fixées au mur de pierre brute, où des silhouettes vêtues de tissus sombres se déplaçaient en silence autour d'un autel central sur lequel reposait, à ma grande stupéfaction, cette même petite figurine que je venais d'acquérir. Je me souviens d'avoir ressenti dans ce rêve une angoisse sourde, viscérale, sans parvenir à en identifier précisément la cause, comme si mon corps réagissait à un danger que mon esprit ne parvenait pas encore à nommer. Je me suis réveillée cette nuit-là en sueur, le cœur battant, avec cette sensation tenace d'avoir vécu quelque chose de bien plus réel qu'un simple rêve ordinaire. J'ai mis cela sur le compte de mon imagination fertile, stimulée par la découverte de cette figurine mystérieuse, et je me suis rendormie sans plus y attacher d'importance. Mais ce rêve est revenu, nuit après nuit, avec une régularité troublante. Toujours cette même salle voûtée, ces mêmes silhouettes silencieuses, cet autel sur lequel reposait la figurine, et cette angoisse grandissante qui semblait s'intensifier à chaque nouvelle occurrence. C'est à peu près à cette période que ma vie quotidienne a commencé à se déliter de manière insidieuse, par petites touches d'abord, presque imperceptibles, avant de s'accélérer avec une brutalité qui m'a laissé totalement démunie. Mon travail à l'atelier, qui avait toujours été pour moi une source d'épanouissement, s'est mis à devenir source d'incidents inexpliqués. J'ai commencé à commettre des erreurs que je n'aurais jamais commises auparavant, appliquant par mégarde un vernis incompatible sur une commode Louis XV que je restaurais depuis des semaines, gâchant ainsi des heures de travail minutieux. Mon patron, habituellement compréhensif, a commencé à s'inquiéter ouvertement de mes distractions répétées sans que je puisse lui fournir la moindre explication cohérente, moi-même incapable de comprendre ce qui m'arrivait. Mes relations personnelles se sont également dégradées avec une rapidité qui me semblait, rétrospectivement, presque orchestrée. Mon compagnon de l'époque, Nicolas, avec qui je vivais depuis 3 ans dans une harmonie que je croyais solide, a commencé à me reprocher des changements d'humeur soudains et inexpliqués. Des accès de colère qui ne me ressemblaient absolument pas, suivis de périodes de prostration où je restais des heures entières assise dans le salon, fixant sans le vouloir cette étagère où reposait la petite boîte de bois sombre. Je ne saurais dire précisément à quel moment j'ai commencé à me sentir attirée, presque malgré moi, par cet objet, ressentant le besoin irrépressible de le contempler chaque soir en rentrant du travail, comme si une force invisible me poussait à maintenir un contact régulier avec cette figurine énigmatique. Les cauchemars, quant à eux, ont continué de s'intensifier, gagnant en précision et en détail à chaque nouvelle nuit. J'ai fini par distinguer dans cette salle voûtée qui revenait inlassablement des bribes d'un rituel qui se déroulait autour de l'autel, des gestes répétés par les silhouettes encapuchonnées, une sorte de cérémonie dont le sens exact m'échappait complètement, mais dont l'atmosphère générale suintait une gravité inquiétante, comme si quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire à chaque fois que le rêve atteignait son point culminant. Juste avant que je ne me réveille systématiquement en sursaut, incapable de voir la conclusion de cette scène qui semblait pourtant se rapprocher, nuit après nuit, d'un dénouement que je redoutais sans pouvoir le nommer. Je me souviens en particulier d'une occurrence de ce rêve où, pour la première fois, l'une des silhouettes encapuchonnées s'est légèrement tournée vers moi, comme si elle avait conscience de ma présence en tant qu'observatrice invisible de cette scène, et j'ai aperçu, l'espace d'une fraction de seconde avant mon réveil brutal, un fragment de visage sous la capuche sombre. Des yeux d'une pâleur presque laiteuse, dépourvus d'iris colorés, qui semblaient me fixer avec une intensité glaçante à travers l'obscurité de la salle voûtée. Cette image m'a hantée pendant des jours entiers, ressurgissant à des moments inopportuns de ma journée. Pendant que je travaillais sur une pièce délicate à l'atelier, ou même en pleine conversation avec des collègues, m'obligeant à m'excuser précipitamment pour aller reprendre mes esprits, le cœur battant, dans les toilettes de l'établissement. Une autre nuit, le décor de ce rêve récurrent s'est enrichi d'un détail supplémentaire qui allait s'avérer avec le recul particulièrement révélateur. Au-delà de l'autel central, dans la pénombre du fond de la salle voûtée, j'ai distingué pour la première fois une inscription gravée directement dans la roche. Des symboles que je ne parvenais pas à déchiffrer sur le moment, mais dont j'ai reproduit fidèlement le tracé, au réveil, sur une feuille de papier, avec cette même urgence compulsive qui m'avait déjà poussé, des mois plus tôt lors d'une autre affaire similaire dont j'avais entendu parler, à vouloir immortaliser sur le papier ce que mon esprit avait retenu de la nuit. Ce dessin, je l'ai montré plus tard à l'anthropologue que Sarah m'avait aidé à identifier, et il a confirmé qu'il s'agissait bien d'inscriptions rituelles traditionnelles, correspondant précisément aux pratiques qu'il avait étudiées durant ses années de recherche sur le terrain. C'est une amie proche, Sarah, qui m'a alerté la première sur les changements inquiétants qu'elle observait chez moi.
Nous nous connaissions depuis l'université, et elle avait toujours été de ceux qui remarquaient les moindres variations de mon comportement, même les plus subtiles. Un soir où elle était venue dîner chez moi, elle m'a fait remarquer avec cette franchise bienveillante qui la caractérisait que je semblais épuisée, les traits tirés, le regard fuyant, et surtout qu'elle m'avait surprise à plusieurs reprises durant la soirée à jeter des coups d'œil furtifs vers cette étagère où reposait la petite boîte. Comme si je cherchais constamment à vérifier sa présence, à m'assurer qu'elle n'avait pas bougé. Je me souviens que ce soir-là, Sarah avait insisté pour rester dormir sur mon canapé plutôt que de rentrer chez elle comme prévu initialement, prétextant une fatigue soudaine, mais je compris bien plus tard qu'elle avait simplement voulu s'assurer par elle-même que je traversais réellement quelque chose d'anormal durant la nuit. Elle m'a raconté le lendemain matin m'avoir entendu parler dans mon sommeil d'une voix qui ne ressemblait pas tout à fait à la mienne habituelle, plus grave, plus lente, prononçant des mots dans une langue qu'elle n'a pas reconnue, avant de se taire brusquement au moment précis où elle s'était approchée de la porte de ma chambre pour vérifier que tout allait bien. C'est en discutant avec elle ce soir-là que j'ai fini par lui raconter, non sans une certaine réticence, l'histoire de cette figurine trouvée au marché et les cauchemars récurrents qui m'assaillaient depuis. Sarah, qui s'intéressait depuis longtemps aux traditions ésotériques et aux objets rituels de différentes cultures par passion personnelle, s'est immédiatement montrée préoccupée, me demandant de lui montrer l'objet en question. Quand je l'ai sorti de sa boîte pour la lui présenter, j'ai remarqué avec une inquiétude grandissante l'expression qui a traversé son visage, un mélange de fascination et d'appréhension sincère, comme si elle reconnaissait quelque chose dans la facture de cet objet sans parvenir à identifier précisément de quoi il s'agissait. Sarah m'a alors expliqué, avec cette prudence qu'elle employait toujours pour aborder des sujets délicats, que certaines cultures anciennes fabriquaient des figurines de ce type dans un but bien précis. Servir de réceptacle, de point d'ancrage terrestre pour une entité ou une énergie que l'on souhaitait maintenir liée à un objet plutôt que libre d'errer, une pratique que l'on retrouvait dans diverses traditions à travers le monde, sous des formes variées, mais avec un principe commun, celui de contenir quelque chose qui, autrement, aurait pu représenter un danger. Elle m'a également mise en garde contre le fait de manipuler trop fréquemment un tel objet sans en connaître précisément l'origine et le contexte de fabrication, insistant sur le fait que certains rituels anciens prévoyaient des protections spécifiques pour ceux qui étaient amenés à entrer en contact avec ces réceptacles, protections dont je ne bénéficiais évidemment pas. J'ai d'abord accueilli ces explications avec un scepticisme teinté d'amusement, mon éducation rationnelle reprenant naturellement le dessus face à ce qui me semblait relever davantage de la légende folklorique que d'une réalité tangible. Mais les semaines suivantes allaient me faire radicalement changer d'avis à mesure que les phénomènes s'intensifiaient au point de devenir totalement incontrôlables. C'est peu de temps après cette conversation avec Sarah que les manifestations physiques ont commencé, dépassant largement le cadre des simples cauchemars nocturnes pour s'immiscer directement dans ma réalité éveillée. J'ai commencé à percevoir certains soirs une présence tapie dans les recoins sombres de mon appartement, une sensation de regard posé sur moi qui ne me quittait plus, même en pleine journée, même entouré de collègues à l'atelier. Les objets de mon salon se déplaçaient parfois légèrement sans explication, un livre que je retrouvais tombé au sol alors que je l'avais correctement rangé, une lampe qui vacillait sans raison apparente, produisant une lumière tremblotante qui accentuait encore davantage l'atmosphère oppressante qui régnait désormais dans mon propre foyer. Le tournant véritablement effrayant est survenu une nuit de novembre, environ 2 mois après l'acquisition de la figurine. Je m'étais endormie difficilement, épuisée par une nouvelle journée éprouvante, et le rêve habituel de la salle voûtée s'est présenté à moi avec une intensité que je n'avais encore jamais connue jusqu'alors. Cette fois, contrairement à toutes les occurrences précédentes, le rêve n'a pas été interrompu par mon réveil brutal habituel. J'ai assisté, impuissante et terrifiée, à la conclusion de ce rituel que je pressentais depuis des semaines, sans jamais en avoir vu l'aboutissement. Les silhouettes encapuchonnées se sont approchées de l'autel, ont saisi la figurine à main nue, et l'une d'entre elles, dont le visage restait dissimulé sous une capuche sombre, s'est tournée vers moi, comme si elle avait toujours su que j'observais la scène depuis le début, et m'a tendu l'objet. Un geste d'une lenteur solennelle qui m'a glacé le sang bien plus efficacement que n'importe quel cri ou mouvement brusque n'aurait pu le faire. Je me suis réveillée cette nuit-là avec la certitude absolue, viscérale, que quelque chose venait de changer irrémédiablement, que ce simple objet posé sur mon étagère n'était plus un simple bibelot ancien, mais bel et bien le réceptacle d'une présence qui avait fini, à force de contacts répétés, par établir un lien véritable avec moi, un lien que je ne savais plus comment rompre. Cette nuit-là marque le début d'une période que je qualifierais, sans exagération aucune, de véritable descente aux enfers personnels. Les semaines suivantes ont vu ma vie se déliter complètement.
J'ai perdu mon emploi à l'atelier, mon patron n'ayant plus toléré l'accumulation d'erreurs et d'absences inexpliquées qui s'étaient installées depuis des mois. Nicolas a fini par me quitter, épuisé par des mois de vie commune devenus invivables, incapable de comprendre les changements radicaux qui s'étaient opérés en moi, sans jamais que je ne parvienne à lui en expliquer la véritable cause, de peur qu'il ne me prenne pour une folle. Je me suis retrouvée seule dans mon appartement, dans une solitude presque totale, avec pour seule compagnie cette petite boîte de bois sombre que je n'arrivais plus, malgré tous mes efforts, à me résoudre à jeter ou à m'en débarrasser, comme si un lien invisible m'empêchait physiquement de m'éloigner définitivement de cet objet. Je me souviens en particulier d'une nuit, quelques jours après le départ définitif de Nicolas, où je me suis réveillée en pleine nuit avec la certitude absolue que quelqu'un se tenait debout au pied de mon lit. J'ai allumé la lumière d'un geste tremblant pour ne découvrir bien sûr que le vide familier de ma chambre. Mais en me relevant pour aller boire un verre d'eau, j'ai remarqué que la porte du placard où j'avais fini par ranger la boîte, quelques semaines plus tôt, dans l'espoir insensé qu'en la dissimulant je parviendrais à limiter son influence sur mon quotidien, était entr'ouverte, alors que je me souvenais parfaitement l'avoir fermée avant de me coucher. Je me suis approchée, le cœur battant, et j'ai découvert que la boîte elle-même, à l'intérieur du placard, avait été déplacée d'une dizaine de centimètres par rapport à l'endroit précis où je l'avais rangée, comme si une main invisible l'avait délicatement repositionnée pendant mon sommeil, dans un geste presque possessif. J'ai également commencé à remarquer, durant cette période particulièrement sombre, des marques étranges apparaissant sur ma peau au réveil, de fines lignes rougeâtres sur mes avant-bras, ressemblant vaguement aux motifs sculptés sur la boîte elle-même, ces entrelacs organiques que j'avais tant admirés lors de ma découverte au marché. Ces marques s'estompaient généralement au cours de la journée, mais leur apparition régulière, toujours après une nuit peuplée du même cauchemar récurrent, a fini par m'inquiéter suffisamment pour que je consulte un médecin, qui n'a trouvé aucune explication dermatologique satisfaisante à ce phénomène, évoquant vaguement une possible réaction de stress somatique sans grande conviction dans sa propre explication. Mon appétit, lui aussi, s'est progressivement dérégulé durant cette période, alternant entre des phases où je ne parvenais absolument plus à avaler quoi que ce soit, l'estomac noué par une angoisse permanente et diffuse, et d'autres moments où je me surprenais à dévorer frénétiquement tout ce qui me tombait sous la main, comme pour compenser un vide que je ne parvenais pas à nommer clairement. J'ai maigri de plusieurs kilos en quelques semaines à peine, au point que mes collègues de travail, avant même mon licenciement définitif, avaient commencé à s'inquiéter ouvertement de mon apparence physique, me conseillant à plusieurs reprises de consulter, sans que je ne trouve jamais le courage de leur expliquer la véritable origine de mon mal-être grandissant. C'est dans cet état de désespoir presque total que j'ai fini par recontacter Sarah, la suppliant de m'aider à comprendre ce qui m'arrivait et surtout comment y mettre un terme avant qu'il ne soit trop tard. Je me souviens de cet appel téléphonique passé tard un soir, la voix brisée par des sanglots que je ne parvenais plus à contenir, incapable de formuler clairement mes mots tant la panique m'étranglait la gorge, et Sarah, sans poser la moindre question, m'annonçant simplement qu'elle arrivait immédiatement, malgré l'heure tardive et la distance qui séparait alors nos deux appartements respectifs. Elle a accepté de m'accompagner dans mes recherches et nous avons passé plusieurs semaines à consulter des experts en objets ésotériques, des antiquaires spécialisés dans les artefacts rituels et même sur les conseils avisés d'un vieil antiquaire parisien qui avait longtemps travaillé sur des collections privées d'objets africains et océaniens. Un anthropologue spécialisé dans les pratiques rituelles d'Afrique de l'Ouest, dont l'expertise allait finalement s'avérer déterminante pour comprendre la nature exacte de ce que je détenais entre mes mains. Je me souviens en particulier de notre première visite chez cet antiquaire parisien, un homme âgé au regard perçant qui exerçait son métier depuis plus de 40 ans dans une boutique étroite nichée près du quai Voltaire. Dès que je lui ai montré les photographies de la figurine, son expression s'est métamorphosée, passant d'une curiosité professionnelle polie à une gravité soudaine qui m'a immédiatement mise mal à l'aise. Il nous a expliqué, d'une voix posée mais teintée d'une inquiétude sincère, qu'il avait déjà croisé, au cours de sa longue carrière, 2 ou 3 objets présentant des caractéristiques similaires et que dans chacun de ces cas, les propriétaires successifs avaient rapporté des expériences troublantes comparables à la mienne, avant que les objets en question ne finissent, mystérieusement, par changer une nouvelle fois de main, comme s'ils cherchaient perpétuellement un nouveau porteur à travers lequel continuer d'exister dans le monde des vivants. Cet anthropologue, un homme d'une 60aine d'années à la voix posée et rassurante, a immédiatement reconnu, en examinant des photographies détaillées que je lui avais envoyées, un type de figurine rituelle originaire d'une région précise d'Afrique de l'Ouest, traditionnellement utilisée par certaines communautés pour contenir et neutraliser des énergies considérées comme malveillantes ou dangereuses, souvent liées à des esprits perturbateurs que l'on cherchait ainsi à emprisonner symboliquement afin de protéger la communauté environnante.
Il nous a reçus dans son bureau universitaire encombré d'ouvrages et de photographies de terrain rapportées de ses nombreux séjours de recherche, et je me souviens de la manière méticuleuse avec laquelle il a examiné chaque cliché, prenant des notes précises, comparant certains détails de sculpture à des références qu'il consultait dans de vieux ouvrages spécialisés, soigneusement rangés sur ses étagères. Il m'a expliqué que ces objets étaient généralement conservés par des gardiens désignés, formés spécifiquement à cette tâche, et qu'ils ne devaient en aucun cas circuler librement en dehors de ce cadre rituel strict, sous peine de voir l'énergie contenue à l'intérieur chercher activement à établir un nouveau lien avec quiconque entrait en contact prolongé avec l'objet, dans l'espoir en quelque sorte de retrouver sa liberté par ce biais détourné. Cette explication, aussi troublante fût-elle, correspondait de manière si précise à ce que je vivais depuis des mois qu'elle a eu paradoxalement un effet presque rassurant sur moi. Enfin, quelqu'un mettait des mots cohérents sur mon expérience, aussi extraordinaire soit-elle. L'anthropologue m'a alors mise en relation avec une association travaillant à la restitution d'objets rituels à leur communauté d'origine, m'expliquant que la seule solution véritablement efficace pour rompre ce lien consistait à rendre la figurine à ceux qui savaient encore, aujourd'hui, comment la neutraliser et la recontenir correctement selon les protocoles traditionnels appropriés. Le processus de restitution s'est avéré long et complexe, nécessitant plusieurs mois de démarches administratives et de mise en relation avec les autorités communautaires concernées dans la région d'origine identifiée par l'anthropologue. Durant toute cette période d'attente, ma situation a continué de se dégrader, les cauchemars gagnant encore en intensité, les manifestations physiques dans mon appartement devenant presque quotidiennes, au point que j'ai fini par emménager temporairement chez Sarah, incapable de supporter plus longtemps de dormir seule dans mon propre logement. Nous avions convenu, d'un commun accord, de conserver la figurine enfermée dans sa boîte d'origine, elle-même placée dans un coffre métallique que Sarah avait acquis spécialement à cet effet, dans l'espoir insensé mais tenace que cette double protection physique limiterait autant que possible l'intensité du lien qui s'était établi entre cet objet et moi. Je me souviens de ces semaines d'attente comme d'une période suspendue, presque irréelle, où chaque jour ressemblait au précédent dans une routine anxieuse, rythmée par les appels téléphoniques réguliers à l'association chargée de la restitution, dans l'espoir d'obtenir enfin une date précise pour le départ définitif de la figurine. Sarah m'a accompagnée avec une patience infinie durant tout ce temps, acceptant de partager son appartement avec moi malgré les nuits perturbées par mes réveils fréquents, malgré les objets qui continuaient, occasionnellement, à se déplacer mystérieusement même dans ce nouvel environnement où j'avais pourtant espéré trouver un répit. Elle m'a raconté, bien plus tard, une fois toute cette histoire terminée, avoir elle-même ressenti à plusieurs reprises durant cette période une présence oppressante dans son propre salon, les soirs où le coffre métallique contenant la figurine se trouvait entreposé là, avant qu'elle ne décide, sur les conseils de l'anthropologue, de le déplacer dans un local extérieur loué spécialement pour l'occasion, loin de nos lieux de vie respectifs, en attendant que l'organisation du transport international puisse enfin être finalisée. Je me souviens avec une précision particulière de la dernière nuit avant que la figurine ne quitte enfin mon existence, expédiée avec toutes les précautions nécessaires vers la communauté qui allait la recueillir. Cette nuit-là, le rêve de la salle voûtée est revenu une ultime fois, mais avec une tonalité radicalement différente de toutes les occurrences précédentes. Les silhouettes encapuchonnées semblaient cette fois s'affairer autour de l'autel avec une urgence nouvelle, comme si elles pressentaient elles aussi que quelque chose était sur le point de changer irrémédiablement. La figurine, posée en évidence sur l'autel, m'est apparue soudain comme entourée d'une sorte de halo sombre, presque palpable, une brume épaisse qui semblait tourbillonner lentement autour d'elle avant de se disperser peu à peu, comme aspirée par quelque chose que je ne pouvais pas voir, situé quelque part au-delà des limites de cette salle voûtée qui m'était devenue, à force de visites nocturnes répétées, presque aussi familière que mon propre appartement. Je me suis réveillée ce matin-là avec une sensation de légèreté que je n'avais plus ressentie depuis des mois, comme si un poids invisible, dont je n'avais même plus conscience tant il était devenu permanent dans ma vie quotidienne, venait subitement de se retirer de mes épaules. Ce jour-là précisément correspondait, je l'ai appris quelques semaines plus tard en recevant confirmation de l'association ayant supervisé la restitution, à la date exacte à laquelle la figurine avait été remise, avec tous les honneurs rituels appropriés, entre les mains des gardiens traditionnels désignés par la communauté d'origine, qui avaient immédiatement procédé aux cérémonies nécessaires pour recontenir définitivement l'énergie qui s'y trouvait liée depuis des générations. Les mois qui ont suivi cette restitution ont marqué pour moi un lent retour à une existence normale, quoique profondément transformée par cette expérience que je ne pourrai jamais totalement oublier ni pleinement expliquer de manière rationnelle. J'ai retrouvé progressivement mon sommeil paisible, débarrassé enfin de ces cauchemars récurrents qui avaient rythmé mes nuits pendant près d'un an entier.
J'ai également retrouvé un emploi dans un autre atelier de restauration où j'ai appris avec le temps à faire preuve d'une prudence bien plus grande envers les objets anciens dont je ne connaissais pas précisément l'origine et l'histoire, consciente désormais que certains d'entre eux peuvent porter en eux bien plus qu'une simple valeur esthétique ou historique. Ma relation avec Nicolas n'a jamais pu être reconstruite, les mois de tension et d'incompréhension mutuelle ayant laissé des traces trop profondes pour espérer un retour en arrière possible. Mais je garde malgré tout une profonde gratitude envers Sarah, dont le soutien indéfectible durant cette période aura été absolument déterminant pour que je parvienne finalement à sortir de cette spirale qui aurait pu, sans son aide précieuse, me conduire vers un isolement bien plus définitif et destructeur encore. Nous avons d'ailleurs renforcé depuis un lien d'amitié que je considère aujourd'hui comme l'un des plus précieux de ma vie, forgé dans l'épreuve la plus inattendue et la plus troublante que j'aurais jamais eu à traverser, et je ne remercierai jamais assez cet ami fidèle d'avoir cru en moi, même quand mon propre récit paraissait, aux yeux de la raison ordinaire, parfaitement insensé. Aujourd'hui, quand je me rends dans un marché aux puces, ce qui reste malgré tout l'une de mes activités préférées, je ne peux m'empêcher de ressentir une prudence nouvelle face aux objets anciens dont l'histoire reste incertaine, une vigilance que je n'aurais jamais imaginé développer un jour, moi qui avais toujours considéré ces objets comme de simples témoins matériels d'un passé révolu, sans jamais soupçonner qu'ils pouvaient parfois porter en eux quelque chose de bien plus vivant, de bien plus actif qu'un simple souvenir figé dans le bois ou la pierre. Je continue d'exercer mon métier de restauratrice avec la même passion qu'auparavant, mais avec cette conscience nouvelle, presque instinctive désormais, qui me pousse systématiquement à me renseigner avec la plus grande minutie sur la provenance de chaque pièce qui traverse mon atelier, avant même d'envisager d'y poser les mains. Il m'arrive encore, certains soirs d'automne, quand l'air se rafraîchit brutalement et que les feuilles mortes s'amossent contre ma fenêtre, de repenser à cette salle voûtée entreaperçue tant de fois dans mes rêves, à ces silhouettes silencieuses affairées autour de leur autel, à ce visage aux yeux laiteux qui m'a fixé l'espace d'un instant terrifiant. Je ne ressens plus aujourd'hui la moindre peur véritable à cette évocation, seulement une forme de respect prudent envers tout ce que je ne comprends pas encore du monde, envers ces objets qui traversent les siècles en portant, parfois, bien plus que leur simple matière première. J'ai appris à travers cette expérience que je n'oublierai jamais qu'il existe des limites qu'il vaut mieux ne pas franchir sans précaution, des portes qu'il vaut mieux laisser closes tant qu'on ignore ce qui se trouve véritablement derrière, et je me sens aujourd'hui, malgré tout ce que cette histoire m'a coûté, plus lucide et plus attentive que je ne l'ai jamais été face au monde qui m'entoure. Merci infiniment du fond du cœur de m'avoir écouté ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne à la lueur de la bougie pour ne manquer aucune histoire. Et je vous donne rendez-vous demain soir, sans faute, à la même heure, à la lueur de la bougie.